Bon retour parmi nous, mesdames et messieurs. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, bienvenue à cette troisième édition du Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec. Mon nom est Isabelle Marquis, je suis votre animatrice pour la journée. J'ai le plaisir de commencer l'après-midi par une belle discussion avec deux femmes formidables, Christine Gingras et Lynne Royer, autour d'un sujet qui me tient bien à cœur, c'est-à-dire la collaboration et la concertation. Donc, j'invite sans plus tarder Lynne et Christine à me rejoindre. Bonjour Isabelle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue et merci d'être là. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter brièvement toutes les deux. Donc, Christine Gingras, coordonnatrice de projet au Centre d'innovation sociale en agriculture. Diplômée en agronomie, Christine a consacré toute sa carrière au développement de projets agricoles, agroalimentaires et ruraux durables. Après avoir contribué à des projets internationaux déployés en Afrique et en Amérique latine, elle s'est jointe à l'organisation Nature Québec, où elle œuvra sur une variété d'enjeux contemporains de conservation de la nature, de maintien des écosystèmes et de l'utilisation durable des ressources dans le secteur agricole. C'est tout naturellement que son parcours l'amène ensuite à diriger durant 4 ans la jeune coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, la CAPé. En 2018, elle joint le Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville, où elle développe ses compétences en recherche appliquée et en innovation sociale. Elle a piloté un premier projet d'approvisionnement institutionnel en aliments locaux en 2019 dans la MRC d'Arthabasca au centre du Québec, puis un deuxième projet en 2021 dans la foulée de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, la SNAC. Et c'est de ce deuxième projet d'ailleurs dont il sera question dans notre échange dans quelques instants. Et je vous présente Lynne Royer, qui est chargée de projet approvisionnement alimentaire durable chez Équiterre. Titulaire d'un baccalauréat en communication et politique de l'Université de Montréal, Lynne Royer œuvre chez Équiterre depuis 2009. Elle s'est investie auprès de l'équipe de collecte de fonds, au service des conférences, puis à l'organisation d'événements de financement majeurs, dont des événements sportifs éco-responsables et des cocktails de réseautage qui, sous sa gouverne, ont fait honneur aux aliments bio et locaux. C'est une rassembleuse hors pair et femme de conviction. Elle a vu son travail récompensé à plusieurs reprises. Adepte des paniers bio et d'agriculture urbaine, c'est avec fierté que Lynne a rejoint l'équipe alimentation, où elle exerce son professionnalisme, sa rigueur, sa vivacité d'esprit et ses talents de communication et de mobilisation des partenaires. Lynne est également chargée de projet de Communassiette, dont elle va justement nous parler dans quelques instants. Donc, encore une fois, bienvenue à vous deux. Pour ceux qui nous écoutent, sachez qu'il ne s'agira pas cette fois-ci d'une présentation style conférence, comme on a eu de la part d'autres personnes ce matin, mais plutôt d'une discussion entre nous. Donc, je vous invite à poser vos questions, à partager vos questions, vos commentaires dans la zone clavardage à droite de votre écran tout au long de notre discussion et on va y répondre soit au fur et à mesure ou dans la deuxième partie. Donc, sans plus tarder, Christine, Lynne, vous avez toutes les deux piloté et vous pilotez encore 2 merveilleux projets. Plus d'ici dans nos cafétérias pour Christine et comme une assiette pour Lynne. Christine, je commencerai par vous. Peut-être nous dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce beau projet, qu'en est-il en quelques mots? Donc, je vais essayer de faire le plus court possible. Plus d'ici dans nos cafétérias. C'est une démarche de concertation à l'échelle de la MRC d'Arthabasca. Donc, on se situe au centre du Québec, qui se déroule depuis maintenant plus de 2 ans, dont l'objectif est vraiment d'impliquer les acteurs du système alimentaire dans l'élaboration d'une stratégie concertée pour accroître l'apport des aliments locaux dans les institutions publiques et privées du territoire. Pour ce faire, on a développé des différents laboratoires d'expérimentation autour de certaines institutions. On parle de cégep, d'écoles secondaires, CPE, résidences pour personnes âgées, afin de connaître les différents besoins, les différentes réalités de ces milieux-là. On a fait un premier sommet en 2022 où est-ce qu'on réunissait plus d'une centaine d'acteurs du système alimentaire pour mieux comprendre l'approvisionnement institutionnel, s'apprendre à se connaître entre les différents acteurs du système alimentaire et co-construire les premières orientations d'une stratégie territoriale concertée. De ce premier sommet, il y a 5 comités de travail qui ont été créés, des comités de travail intersectoriels, pour identifier les actions porteuses qui pourraient être développées, portées sur le milieu là, pour accroître la présence des aliments locaux dans nos institutions.
Au bout d'un an de travail, un deuxième sommet s'est tenu, donc en 2023, pour mettre en lumière les avancées de nos institutions, les avancées des différents acteurs du système alimentaire et de bonifier les actions qui étaient en cours. D'ailleurs, en janvier prochain, on se prépare au dévoilement de la stratégie territoriale concertée pour accroître la présence des aliments locaux dans les institutions publiques et privées de la MRC d'Arthabasca. Comme vous voyez, c'est un titre qui demande du souffle, qui inclut donc plus de 35 actions mis en œuvre par près de 40 acteurs et partenaires du système alimentaire territorial et national aussi, qu'ils soient producteurs, transformateurs, distributeurs, intervenants socio-économiques, des représentants d'usagers aussi des institutions, tous ces acteurs-là autour de, donc grâce à un projet financé par le MAPAC, mais aussi avec la collaboration de plusieurs acteurs leviers de la SNAC, là, que ce soit les THQ, évidemment, Aliments du Québec, le programme des petits ambassadeurs, ici sur notre territoire porté par la TIRSHV, et Communacet, bien sûr, avec la collaboration là, vraiment hors pair de notre MRC, de notre Corporation de développement économique. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la thématique de la collaboration. Absolument. Ça pourrait difficilement mieux définir ce projet-là. Lynn, de votre côté, pouvez-vous nous présenter en quelques mots? Je sais que ce n'est pas facile, mais en quelques mots, comme une assiette. C'est jamais facile en quelques mots, mais je vais essayer de faire ça quand même assez simple. Je sais qu'il y a beaucoup de membres qui sont là quand même aujourd'hui. Donc, je les invite aussi à alimenter les échanges là, dans le chat parce que c'est vraiment eux qui sont au cœur, là, dans le fond du projet. Mais la petite histoire de Communassiette, en fait, c'est qu'en 2019, Équiterre a créé une série de fiches pratiques là, en collaboration avec Aliments du Québec et le MAPAC. Donc, des fiches pratiques qui avaient pour titre la recette clé pour un approvisionnement alimentaire local et éco-responsable. Donc, il y a eu différentes fiches de fait pour tous les milieux, en fait, services de garde, les écoles, universités, cégep, etc. Donc, en faisant les entrevues sur le terrain, on s'est vite rendu compte, en fait, qu'il y avait un besoin flagrant de la part des acteurs et actrices là, de créer un espace de concertation pour discuter, en fait, tout le monde ensemble. Donc, à partir de là, Équiterre a travaillé à mettre sur pied une communauté de pratique montréalaise, donc qui est née en 2020. Donc, Communassiette, c'est quoi, là, concrètement? Donc, aujourd'hui, Communassiette, c'est en fait 2 communautés de pratique, donc une à Montréal, une en Montérégie, qui regroupent respectivement là, 70 et 30 personnes. Et c'est également un portail web, donc communassiette.org, qui centralise en fait toutes les ressources disponibles là, pour les institutions afin de faciliter leur approvisionnement local. Donc, il y a un centre de ressources, mais il y a également des nouvelles, des histoires inspirantes, des événements, des actualités. Donc, je vous invite à aller visiter ce beau portail. Donc, en fait, l'objectif principal du projet, c'est vraiment de favoriser l'alimentation institutionnelle durable. Donc, quand on parle de durable, on parle de sain, local, éco-responsable, à travers là, la concertation, l'échange, l'intelligence collective. Donc, avec qui on fait ça? Donc, il y a 2 composantes là, à la communauté de pratique. Donc, d'une part, les institutions, entreprises de gestion de services alimentaires et d'autre part, les collaborateurs. Donc, la composante qui regroupe en fait là, tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait tous ces gens-là autour d'une même table pour pouvoir aborder les questions de l'approvisionnement alimentaire durable. Vous pouvez également aller voir plus en détail qui sont les membres. Comme je vous disais, il y en a plusieurs qui sont intervenants aujourd'hui, mais qui participent également au forum. Donc, dans la section « À propos, les membres », vous avez autant les membres Montréal que Montérégie là, qui sont affichés. Donc, comment on s'y prend, en fait, c'est que d'une façon concrète, là, on se rencontre 3 fois par année, la grande communauté ensemble. Et à travers ça, il y a des sous-groupes qui sont créés pour travailler en comité, pour travailler sur des actions choisies par les membres.
Donc, on collabore également avec les projets des membres pour pouvoir aussi faire des arrimages entre eux. Donc, quand on parle de Syntec tout à l'heure, donc qui est membre avec nous depuis cette année, et THQ, il y a également le projet de l'Aube, Pôle Nourricier, la PMQ, il y a maintenant Arrivage avec nous. Donc, il y a toutes sortes de projets qui sont en ébullition présentement. Donc, nous, on fait également un travail de pouvoir créer des maillages et des liens là, entre ces projets-là. Donc, également, il y a des collaborations externes. Puis d'ailleurs, je veux vraiment remercier la participation des membres parce que c'est devenu un peu comme une source d'information pour plusieurs projets. Donc, de venir consulter les membres pour différentes choses. Puis c'est souvent grâce à eux qu'on peut, en fait, nourrir la réflexion de nouveaux projets. Et puis, donc, on est fiers, en fait, là, que ce soit la 4e année d'activité là, de Commune Assiette. Donc, je pense qu'en gros, ça fait pas mal le tour là, du projet Commune Assiette. C'est un très, très beau tour. Merci à toutes les deux. Vous avez vraiment des projets, j'ai envie de dire, d'envergure à entendre et à savoir, en particulier dans le cas de Commune Assiette, combien d'individus et d'organisations se trouvent à participer à tout ça. Et ce qui me fascine, c'est que je trouve que vos 2 projets sont de très, très beaux exemples de collaboration à de multiples niveaux. Donc, vos deux entreprises, vos 2 organisations plutôt, vous êtes collaborateurs, il y a de la collaboration au sein des participants avec d'autres organisations externes. C'est clair que cette notion-là de collaboration semble essentielle à ce que tous les morceaux puissent se tenir et que ça fonctionne. Ce que j'aurais envie de vous demander, c'est que concrètement parlant, il y a quand même plusieurs de ces organisations-là ou participants ou entreprises privées qui sont impliquées, qui sont hors de vos projets des concurrents, ou du moins qui œuvrent sur des tâches similaires. Et oui, surtout dans le cas des entreprises privées, des fois carrément des concurrents. Comment est-ce que vous avez réussi à les rassembler autour de vous, autour de votre mission? Puis, avec l'expérience que vous avez maintenant, quel bénéfice vous diriez que chacun retire de tout ça, de transformer ne serait-ce que le temps de la collaboration, concurrence en partenariat? Qui veut commencer? Christine, veux-tu commencer? Je peux commencer, c'est bon. Concernant la concurrence, je dirais avec 2 principaux éléments. C'est sûr que la venue de la SNAC amène un nouveau cadre, des nouvelles orientations provenant du gouvernement auxquelles les institutions devaient répondre. Donc, tous les acteurs du système alimentaire, de la chaîne d'approvisionnement, se sont sentis interpellés en voyant qu'il y avait une occasion de participer à un projet sur leur territoire pour mieux comprendre ce marché-là, pour se doter d'outils, pour collaborer. Donc, je pense qu'ils l'ont pris vraiment comme une opportunité de se positionner dans ce changement-là qu'amène la SNAC, finalement, dans notre milieu. L'autre élément qui m'a beaucoup étonnée et qui m'a vraiment étonnée agréablement, c'est beaucoup la fierté territoriale. Nous, comme on agissait vraiment à l'échelle d'un territoire, les gens étaient fiers de contribuer à leur territoire, d'être un territoire innovant, de favoriser l'achat local, et l'idée de retomber pour leur milieu était quelque chose de très fort, ce qui les a amenés à collaborer. Et quand j'arrive sur l'enjeu des bénéfices, en fait, c'est l'idée de se donner une vision commune, d'apprendre à mieux se connaître, à créer des liens, puis à développer des opportunités à travers cette interconnaissance-là qui n'était peut-être pas facile à réaliser préalablement. Exemple, asseoir ensemble des distributeurs, des transformateurs, des producteurs et les institutions. Il y avait beaucoup de méconnaissances et à travers cette nouvelle connaissance les uns les autres et même entre producteurs, entre distributeurs, était de trouver quelles sont les opportunités pour collectivement se positionner et avoir un impact plus largement sur le système alimentaire territorialisé. Donc, créer plus de liens et de nouvelles opportunités, même au-delà de l'approvisionnement institutionnel. Merveilleux, Lynn. Oui, bien, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ce que Christine vient de mentionner. En fait, les collaborations au sein de Commune Assiette sont vraiment essentielles pour réussir à avancer. Puis dès le départ, dans le projet, le fameux proverbe, là, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, il avait vraiment été super inspirant pour nous.
Puis, dès le départ également, on a fait une formation qui s'appelait chaîne d'approvisionnement 101 pour justement amener chaque maillon de la chaîne à bien comprendre le rôle des autres acteurs également pour pouvoir, tu sais, qu'on comprend mieux la réalité des autres, c'est plus facile aussi ensuite de collaborer ensemble. Donc, bien sûr, c'était très important pour nous. Mais également, tu sais, sans collaboration, sans participation, sans partage d'expertise, sinon la communauté, elle existerait simplement pas. Donc, c'est vraiment essentiel pour nous, mais c'est quand même un défi parce que mettre en commun, en fait, ce qui est trop souvent gardé en silo, ben, tu sais, c'est pas quelque chose qui est nécessairement naturel dès le départ. Donc, on est comme amené à faire des changements aussi à ce niveau-là, puis à créer un climat de confiance pour que les gens ils puissent partager vraiment aussi, puis d'être le plus transparent possible pour favoriser cette collaboration-là. Excellent. Je continue, mais je vois que le temps file sur notre belle discussion. Donc, si vous avez des questions pour Christine et ou Lynn, envoyez-les nous rapidement pour qu'on puisse les adresser. J'aurais envie de vous demander, compte tenu du succès que vous avez eu, mais aussi de la complexité qu'il y a derrière chacun de vos projets, si vous aviez un ou deux conseils à partager pour s'assurer de tirer le meilleur de nos collaborations. Autrement dit, c'est quoi le secret d'une bonne collaboration dans un projet d'envergure comme ce que vous pilotez? Je peux peut-être y aller cette fois-ci. Donc, en fait, c'est ça, je trouve que cette question-là nous amène à dévoiler un peu nos secrets, mais en même temps, c'est parfait parce qu'on veut que ça soit aussi des initiatives qui puissent se multiplier parce que c'est quelque chose de gagnant. Mais je pense qu'en fait, l'intention de tout le monde et des membres doit passer finalement d'un objectif qui est plus personnel, d'une réalisation qui est plus personnelle à quelque chose de collectif. Donc, c'est d'entrevoir en fait le bénéfice du collectif au-delà de son bénéfice, en fait, qui est plus personnel. Entretenir des liens, donc avoir vraiment une bonne communication, être ouvert à l'écoute, puis créer ces opportunités d'échange-là, en fait, entre les membres. D'être disponible, puis tu sais, de s'adapter, ça veut dire aussi parfois de changer de direction. Donc, c'est pour ça, quand je parle d'être ouvert, ben, je trouve que, tu sais, c'est très important aussi dans le secret, si on peut dire, d'une bonne collaboration. Mais tout se fait par les membres aussi. Donc, tu sais, on peut pas faire cavalier seul dans ça. C'est vraiment au point de vue collectif que c'est important. Puis, je pense que il faut, dans le fond, que ça nous permette d'avancer. Donc, c'est de changer un peu nos façons de penser, de réfléchir de façon collective et non en silo dans nos propres projets. C'est quand même une façon qu'on n'est pas nécessairement habitué de faire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de créer un climat de confiance pour pouvoir aller plus loin dans ces échanges-là, je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir la transparence aussi, puis de chacun faire son bout de chemin pour que ça puisse fonctionner finalement. Merveilleux. Christine, il y a une question qui nous est venue qui s'adresse directement à vous, donc je vais vous la poser. Elle vient d'Elisabeth Martel qui demande comment reproduire votre modèle, donc le modèle de votre projet, dans une autre région. Ça me prendrait plus que 2 minutes pour vous dire. Nous organisons un webinaire le 24 novembre sur l'heure du dîner, justement pour parler plus en détail. C'est pendant 1 heure de temps, on parle de la démarche. Et ça pourrait vous permettre de connaître plus en détail la démarche et voir peut-être les opportunités pour votre territoire, là. Donc, vous pouvez m'écrire, je suis facile à rejoindre, christine.gingras@cégepvicto.ca si vous voulez recevoir le lien pour le webinaire du 24. Parfait. On pourra le partager dans le chat peut-être pour s'assurer que tout le monde puisse en bénéficier. Écoutez, ça fait déjà le tour. Il me semble qu'on vient juste de commencer. J'aurais continué pendant un autre 20 minutes facilement. Mais je vous invite, chers participants, si vous avez d'autres questions, quand même à les envoyer et on trouvera le moyen de les partager avec Christine et Lynn pour vous mettre en contact. Mais en tout cas, je peux juste vous dire bravo et merci pour vos deux très, très beaux projets. Et je retiens plusieurs des mots-clés là, que vous avez mentionnés là, d'ouverture et de faciliter les échanges et
les discussions avec tout collaborateur potentiel, ça peut nous amener beaucoup plus loin. Bref, merci encore infiniment à toutes les deux. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Maintenant, je vous présente une vidéo de l'offre de services de l'ITHQ avec Brigitte Marcotte, chargée de projet de la SNAC au Centre d'expertise de l'ITHQ. La SNAC, pour moi, c'est une alliance de partenaires qui œuvrent chacun à leur façon, mais ensemble. Pour moi, c'est aussi une équipe qui croit à l'achat local. C'est une équipe dévouée pour faire en sorte de trouver des idées qui sont innovantes pour aider l'industrie, les entreprises bioalimentaires et les institutions publiques à trouver des façons pour intégrer plus d'aliments dans nos assiettes. Pour moi, la SNAC, c'est une occasion à saisir pour redonner un sens à l'alimentation de demain. Je suis en charge de valoriser la SNAC au sein du Centre d'expertise de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ. J'ai également le plaisir d'être responsable d'une équipe de conseillers et de conseillères en approvisionnement local qui œuvrent à intégrer davantage de produits du Québec dans nos assiettes. Mettre plus de Québec dans les assiettes pour le centre d'expertise, ça veut dire offrir un service d'accompagnement qui est gratuit et qui est personnalisé auprès des institutions publiques pour les aider à se doter d'une cible d'achat d'aliments québécois. Il y a deux façons d'y arriver. La première, c'est de faire une quantification, c'est d'évaluer la proportion d'aliments dans leurs achats qui sont de provenance québécoise. Et la deuxième, c'est d'offrir davantage de plats dans les menus qui sont à 50% et plus avec des ingrédients d'ici. Il suffit de nous contacter pour planifier une rencontre et réaliser à quel point c'est facile. snack@ithq.qc.ca. Et notre équipe conseil est là pour aider les services alimentaires des institutions publiques et les concessions alimentaires en leur proposant différentes façons de faire. Par exemple, la quantification qui permet de faire une analyse de provenance de ces achats alimentaires. La substitution qui permet d'intégrer plus de produits d'ici. D'autres façons de faire comme modifier des recettes, intégrer de nouvelles recettes, valoriser son service alimentaire et un autre qui présente beaucoup d'avantages, la végétalisation. Parce que oui, nous avons de nombreux et de bons produits chez nous. Oui, bien sûr, le Centre d'expertise de l'ITHQ offre une multitude de services aux professionnels et aux artisans de l'industrie du tourisme, de la gastronomie et de l'hôtellerie, notamment des ateliers, du perfectionnement, de la formation standardisée, de la formation sur mesure, de l'accompagnement, du service conseil. Pour revenir aux institutions publiques, nous développons présentement une série de formations pour répondre à leurs besoins spécifiques en termes d'approvisionnement alimentaire local. Par exemple, la végétalisation de ces menus, la réduction du gaspillage alimentaire, démystifier l'approvisionnement local, optimiser un service alimentaire dans un milieu scolaire et la gestion des changements dans un service alimentaire. Toutes ces formations seront offertes en ligne, à distance et tout à fait gratuitement aux institutions publiques qui se prévalent de notre service d'accompagnement pour se doter d'une cible d'achat locale et mettre en place un plan d'action dans le but d'atteindre leur cible. Tout cela est possible grâce au soutien financier du MAPAC. Merci à la confiance que vous accordez à l'ITHQ et à la confiance que vous accordez à l'ensemble des partenaires de la SNAC.
Voilà une offre de service très pertinente pour nos institutions publiques. Merci beaucoup, Brigitte Marcotte, pour cette belle présentation. Nous allons maintenant passer au premier bloc de sessions thématiques en simultané de notre après-midi. Vous allez pouvoir sélectionner parmi les 3 thématiques proposées, à savoir les stratégies pratiques pour financer l'approvisionnement local, l'intelligence de marché et les besoins des institutions publiques ou le garde-manger biologique du Québec. Je vous les nomme l'un et ou l'autre, mais notez que vous allez pouvoir passer d'une session à l'autre autant de fois que vous le souhaitez, si c'était votre souhait d'assister à plus qu'une discussion. Donc, notez que le bloc complet durera 45 minutes. Donc, je vous invite dès maintenant à cliquer dans la colonne de gauche sur votre écran sur la section « Session » pour choisir la session qui que vous préférez. Voilà. On se retrouve donc sur la scène principale à 14h10. Bonne rencontre.